Bien, donc il est 18 heures. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes nombreux à vous connecter, je vois, et vous le serez très rapidement de plus en plus. Donc, Karim Boudjema, président de la CHBT, je suis heureux de vous accueillir sur cette plateforme des Grand Rounds de la CHBT. Et dans un instant, je vous donnerai quelques explications. Alors, c'est une formule nouvelle pour la CHBT. Je pense vraiment que ça devrait satisfaire à la vocation première de notre association qui est d'enseigner et de faire rayonner l'école française de chirurgie hépato-bilio-pancréatique. Et c'est pour la CHBT, ce grand ronde, un premier pas d'entrée vers le monde numérique, en tout cas l'enseignement à travers le numérique. Alors, le Grand Round, c'est le nom que donnent les médecins américains à leur staff académique mensuel. C'est vraiment un événement très important dans les hôpitaux universitaires nord-américains. Cet événement met en avant l'expertise d'un service. L'article, d'ailleurs, en est fait en général dans le hall d'accueil de l'institution et s'adresse à tous. Tout le monde peut y participer. Et d'ailleurs, on y participe si on veut, sans formalité, et surtout, on se sent libre de poser des questions ou de faire part de son expérience, tout simplement. C'est un moment de grand enrichissement à propos d'un point précis du métier que nous exerçons. Alors, ce grand round s'articule autour d'un dossier, qu'il soit simple, difficile, résolu ou non résolu. La représentation s'organise en 3 actes. Un junior déjà expérimenté, un chef de clinique ou un assistant ou un praticien, présente un dossier qui a été traité dans un service, dans le service auquel il appartient. Ce n'est pas un dossier devinette du tout, ce n'est pas un quiz, mais c'est une présentation très formelle qui décrit la pathologie, qui expose la réflexion documentée, j'insiste sur ce mot documenté, qui a conduit à la prise en charge thérapeutique. Et juste après, il y a un expert qui prend la parole. Cet expert vient d'un autre centre, il donne son avis sur le cas, la manière dont il l'aurait géré. Et enfin, dans un troisième temps, vient un temps de discussion, et cette fois avec la salle. Et vraiment, je compte sur vous tous pour poser toutes les questions. Vous avez vu qu'il y a un petit logo en bas à droite de votre écran. Vous pouvez écrire votre question et notre modérateur les fera passer. Alors ce soir, le junior expérimenté est le docteur Fabien Robin. Fabien est chef de clinique assistant dans le service de chirurgie hépatobilio-pancréatique et de transplantation du CHU de Rennes. Notre invité discutant, et là vraiment on a de la chance, c'est le professeur Jean-Robert Delperot. On ne le présente pas, c'est vraiment l'expert en chirurgie pancréatique, c'est Monsieur Pancréas, et en particulier, il a une expérience extraordinaire dans ces cancers pancréatiques borderline. Et puis, il a une connaissance académique fabuleuse. D'ailleurs, il nous a fait une petite surprise. Il a colligé tout un tas de documents récents, des publications récentes importantes sur le sujet que l'on fera parvenir à tous les spectateurs et donc à tous les acteurs de ce grand round. Le maître du temps, ça va être le professeur Fabrice Muscari. Fabrice Muscari, il est secrétaire général de la CHBT et c'est un chirurgien hépatobilio-pancréatique reconnu qui exerce aujourd'hui à Toulouse. Alors, je profite enfin de ce petit temps de parole pour remercier Valérie Liénard de la société Hopscotch, qui est le partenaire de toujours de la CHBT et qui a mis tout ceci en musique. Je vais donc donner tout de suite la parole à Fabrice Muscari qui va introduire notre présentateur. Voilà le micro. Très bien, bonjour à tous. Merci Karim pour cette introduction. Donc, on va essayer de profiter au maximum du temps qui nous est imparti puisque la séance se terminera à 19h30. Donc, je vais demander d'emblée à Fabien de faire sa présentation. Donc, vous pouvez poser vos questions et
j'essaierai de les regrouper et de les poser à Fabien et à Jean-Robert à la fin de la présentation. Fabien, c'est à toi. Merci, monsieur. Est-ce que c'est bon? Vous voyez le PowerPoint? C'est parfait. Bonjour à tous. D'abord, je vous remercie de me permettre de présenter, d'animer ce premier grand round de la CHBT. J'espère qu'il permettra un débat sympathique et animé et effectivement donner l'occasion aux jeunes de s'enrichir en connaissances sur le sujet du cancer borderline. Donc, le patient, c'est un homme de 47 ans qui est adressé à son généraliste pour un ictère, des douleurs épigastriques et une asthénie. Dans ce contexte, le patient a peu de comorbidités, en dehors d'un cancer deux cancers familiaux, un chez le père à 80 ans, déterminé, et un cancer du côlon chez le frère à 59 ans. Pas de traitement long cours, pas d'allergie, OMS à 0. Il rapporte simplement une perte de poids de 2 kg en plus de ce qu'il amène depuis 2 mois. Le médecin lui fait à juste titre un bilan biologique et qui retrouve une cytolyse avec une cholestasie ictérique avec une bilirubine à 319 prédominant sur la bilirubine conjuguée. Une échographie est faite dans la foulée qui retrouve une dilatation niveaubilaire extra-hépatique et des marqueurs tumoraux qui retrouvent un CA19-9 au plafond à 6378 avec un ACE normal. Donc, dans ce contexte, on sent déjà très bien qu'il s'agit d'une tumeur périampulaire, on ne sait pas laquelle, mais il faut avoir une démarche diagnostique très standardisée. D'abord, poser le diagnostic, établir ce que c'est comme tumeur. Ensuite, établir un bilan d'extension et ensuite définir, s'il n'est pas métastatique, la résecabilité de ce cancer. Je vais très volontairement aller assez vite sur ce premier scanner. J'y reviendrai précisément ensuite, tout à fait volontairement. Donc, voici un scanner injecté. On retrouve évidemment la dilatation niveaubilaire extra-hépatique. En amont, tout cela d'une tumeur de la tête du pancréas d'environ 3 cm. Ce que l'on peut dire, c'est qu'elle dilate le canal pancréatique et le canal biliaire. Elle épargne l'artère mésentérique supérieure. On y reviendra vraiment précisément là-dessus après. Elle envahit la veine mésentérique supérieure et on remarque la présence d'une artère hépatique droite provenant de l'AMS qui naît ici. Voilà, le scanner n'est pas le meilleur des examens, on la voyait. Bref, je vais revenir très précisément sur ce scanner après. Pourquoi? D'abord, je veux insister sur le fait que le scanner, c'est un bon examen pour cette tumeur. C'est un examen qui est disponible et performant, aussi bon que l'IRM pour caractériser la tumeur. Il doit vraiment être fait avant la mise en place de la prothèse biliaire. Il doit être fait à plusieurs phases d'acquisition, artérielle, portale, et doit être interprété avec une reconstruction multiplanaire pour évaluer dans tous les plans d'espace les envahissements des organes voisins et surtout l'envahissement des vaisseaux adjacents. Le compte-rendu doit être absolument standardisé et doit répondre aux guidelines américaines rapportées dans le papier en haut à gauche. Et par étapes, d'abord la tumeur, on la décrit précisément, si elle est iso-hypodense, quelle taille fait-elle, quelle région du pancréas elle intéresse, la tête, le corps, la queue. Est-ce qu'elle interrompt l'écoulement du canal biliaire? Est-ce qu'elle interrompt l'écoulement du canal pancréatique? Ensuite, on s'intéresse d'emblée à l'artère, et par étapes, l'artère mésentérique supérieure, le tronc cœliaque, l'artère hépatique commune, puis une éventuelle variante anatomique de l'artère hépatique. Donc là, pour chacun de ces éléments, on doit définir s'il y a un contact ou non, s'il y a un envahissement de la circonférence de l'artère à plus ou moins de 180 degrés, est-ce qu'il y a une altération de la régularité de l'artère induisant un envahissement de la paroi. On exerce la même analyse sur la veine. On analyse séparément la veine porte et la veine mésentérique supérieure. On évalue si oui ou non il y a un contact. Si un envahissement à plus de 180 degrés, à moins de 180 degrés, une rétraction. On évalue si oui ou non il y a un thrombus dans la veine et s'il s'est développé une collatéralité dans ce cas-là. Donc, je reviens sur le scanner précisément avec ces points, avec l'éclairage de cette conduite à tenir. Donc, on commence par la tumeur, une tumeur de 3 cm et demi exactement, qui est iso-hypodense. Elle intéresse l'incus pancréatique et elle interrompt le canal pancréatique principal qui est dilaté ici. Et les voies biliaires qu'on a évidemment vues en premier lieu qui étaient très dilatées. Passons maintenant à l'artère. L'artère, on la suit, on commence par la mésentérique supérieure qui naît de l'aorte ici. On suit son trajet. Elle est respectée sur tout son trajet jusque dans le mésentère. On voit un lisse régresseux qui l'entoure. Elle est complètement épargnée. Cependant, on voit émerger, comme on l'a dit au début de cet exposé, une artère hépatique droite qui provient de l'AMS ici et qui va vasculariser tout le foie droit. Elle vascularise le foie droit à la place normalement d'une branche droite d'artère hépatique, ce qui en fait donc une artère hépatique replaced, soit le type 3 de la classification de Mitchells.
Cette artère est en contact avec la tumeur à proximité de son origine sur l'AMS. Quant aux veines, maintenant, la veine porte, elle est complètement libre. Cependant, la veine mésentérique supérieure est en contact largement avec la tumeur. Elle est en contact à moins de 180 degrés, mais en contact quand même. Ensuite, donc ce scanner, je vous l'ai décrit assez rapidement. Voilà les points principaux qui nous intéressent pour définir ensuite la résécabilité. Ça, je viens de le décrire à l'instant. Quel intérêt y a-t-il de faire une IRM en plus pour caractériser la tumeur elle-même? Je ne parle pas des métastases, mais la tumeur elle-même. L'IRM a un intérêt si la tumeur est isodense. Si elle est hypodense, on peut se passer de l'IRM pour la description de la tumeur. Si elle est isodense, elle mérite, il faut ajouter un IRM à la description de la tumeur pour éviter de méconnaître un diagnostic différent. Et elle peut également s'intégrer dans la baseline, enfin au début du traitement, avant le traitement adjuvant, pour évaluer la réponse au traitement. On a donc fait une IRM dans ce contexte. Le scanner n'était pas de très bonne qualité, il faut l'avouer, mais c'est la vraie vie. On a fait une IRM pour compléter le bilan et on retrouve effectivement cette tumeur en hyposignal T2, ici, 3 cm. On confirme qu'il y a un respect total de l'AMS sur tout son trajet. On confirme qu'il y a un contact avec l'artère hépatique droite et un envahissement de la veine. On marque ici très bien, beaucoup mieux sur le scanner, la présence de cette artère hépatique droite qui fera l'objet de la troisième partie du topo. L'IRM a toute sa place et surtout toute sa place dans le bilan d'extension. On fait évidemment un TDM thoracique pour évaluer la recherche de lésions pulmonaires, mais l'IRM hépatique permet, ça a été démontré, de détecter 12% de lésions secondaires méconnues au scanner. Vous avez ici en dessous l'exemple d'un scanner ne retrouvant pas de métastase. Sur le même patient, avec une IRM de diffusion, on retrouve la présence d'une lésion secondaire qui définira la non-résécabilité. Donc, ce IRM permet d'éviter 10% des laparotomies qui sont donc inutiles. Maintenant qu'on a défini la lésion, définissons sa résécabilité. Sa résécabilité, elle est établie, si on tient stricto sensu aux guidelines nord-américaines, à l'imagerie. L'imagerie, d'abord l'artère puis la veine. Donc, dans ce cas-là, l'AMS est respectée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie du tableau. La tumeur envahit une artère hépatique droite triplex, donc elle est d'emblée une tumeur borderline. En ce qui concerne la veine, c'est un peu plus flou, mais la classification différencie la veine porte et la veine mésentérique supérieure. La veine porte, si elle est en contact à moins de 180 degrés, elle est résécable, et si elle a plus de 180 degrés, elle est non résécable, elle est borderline. En ce qui concerne la veine mésentérique supérieure, elle, un simple contact suffit. C'est donc le cas pour nous dans cette lésion. La tumeur envahit moins de 180 degrés de la veine mésentérique supérieure, elle est donc d'emblée borderline. Cette classification, elle peut prêter à discussion parce que d'après cette classification, un contact avec la veine porte à moins de 180 degrés n'est pas une borderline. Cependant, il faut quand même souligner que pour nous, un contact de veineux doit être considéré comme une tumeur borderline. On atteste cette très grosse série publiée de l'AFC qui reprenait 1400 patients réséqués upfront, c'est-à-dire sans traitement adjuvant, avec une DPC pour un adénocarcinome pancréatique. 1400 patients, 1000 sans résection de veine, 400 avec résection de veine, aucun n'avait un traitement adjuvant. Et on marquait dans les résultats oncologiques que ce n'était pas vraiment les mêmes tumeurs quand même. Déjà, évidemment, c'est assez logique, les tumeurs avec résection de veine étaient plus grosses, mais surtout, elles avaient une différenciation qui était moins importante. Les tumeurs étaient moins différenciées dans le bras avec résection veineuse. Et évidemment, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la résection R0. Le taux de résection R0 était bien inférieur dans le bras des patients qui avaient eu une résection veineuse par rapport à ceux qui n'en avaient pas eu. Ce très bon surrogate marqueur qu'est le R1 ou le R0 se répercutait sur la survie des malades avec une différence significative dans le bras des patients qui avaient une résection veineuse. La résécabilité, c'est une image, mais pas seulement. Il faut considérer quelque chose de plus large. Effectivement, il y a les guidelines nord-américaines, mais il y a également la biologie. La biologie tumorale, le CA19-9 doit être pris en compte dans la définition de la résécabilité. Aujourd'hui, c'est le cut-off de 500 unités internationales qui définit un cancer comme borderline sur le plan biologique. Il faut même aller encore plus loin et considérer l'état général du malade. L'état général du malade, si le patient il est parfaitement résécable anatomiquement et chirurgicalement, mais que la chirurgie est conduite, qu'elle est réalisée avec succès, mais que le patient décède 15 jours plus tard à cause de complications en raison de son état général, on ne peut pas dire que c'est un succès. Donc, il faut vraiment que le patient soit en bon état général. La définition, c'est l'ECOG supérieur ou égal à 2 définit un patient borderline. C'est aussi à prendre en compte.
Que faire du CA19-9 à cette étape de la prise en charge, à l'étape du diagnostic? Disons que ce CA19-9, il n'a pas beaucoup d'intérêt, à moins qu'il ait une valeur extrême pour pour établir un diagnostic. Si le patient a un CA19-9 supérieur à 20 fois le normal avec une cholestase, ou s'il a un CA19-9 supérieur à 200 fois la normale sans cholestase, alors ça peut s'intégrer dans l'établissement du diagnostic. Il se trouve que dans ce cas-là, le patient avait un CA19-9 à 170 fois la normale. On pouvait donc l'intégrer dans l'établissement du diagnostic, mais c'est quand même pas très commun. Au total, on a un patient qui a une lésion suspecte d'adénocarcinome pancréatique, sans extension à distance, l'IRM était négative, avec un contact avec la veine mésentérique supérieure, un contact inférieur à 180 degrés avec l'artère hépatique droite replaced, un CA19-9 à 170 fois la normale et une dilatation bicanalaire avec une bilirubine à 398. Il était donc borderline sur la veine, sur l'artère hépatique droite naissant de l'AMS et sur la biologie. Le patient est donc passé en RCP et ensemble, on décide d'un traitement d'induction par FOLFIRINOX. Juste pour l'histoire, le patient a donc une endoscopie, on lui met en place un stent biliaire, on réalise une biopsie écho-guidée qui confirme le diagnostic de adénocarcinome canalaire pancréatique. Pourquoi réaliser un traitement d'induction dans ce contexte? Parce que c'est le recours, donc pas seulement. Pourquoi est-ce qu'on recommande un traitement d'induction? Parce que c'est la seule manière d'agir sur le seul facteur qui est modifiable. On ne peut pas modifier l'agressivité de la tumeur, sa biologie. Par contre, on peut modifier, aider le chirurgien à avoir des marges saines, un R0. Et le problème qui se pose, c'est le contact avec les vaisseaux. Donc, il s'agit donc, avec un traitement d'induction, de stériliser la tumeur sur ses contacts vasculaires. Il n'y a pas beaucoup d'essais contrôlés randomisés de phase 3 disponibles qui font le meilleur niveau de preuve. Le premier, on peut citer celui-ci, un petit essai de phase 2-3, 56 malades, qui consistait à avoir un bras avec traitement néoadjuvant, un bras sans traitement néoadjuvant, le bras avec le traitement néoadjuvant avec 45 degrés de radiochimiothérapie et de la gemcitabine, et leur critère principal, c'était la survie à 2 ans. Dans le bras chirurgie d'emblée, il y avait 26% de survie à 2 ans, avec une médiane à 12 mois, et dans le bras avec traitement néoadjuvant, il y avait 40% de survie à 2 ans, 21 mois de médiane. Et le taux de R0 était vraiment supérieur dans le bras avec traitement néoadjuvant, c'est ce qu'on attend. 82% dans le traitement néoadjuvant et 33% seulement dans le bras chirurgie upfront. Un essai majeur publié il y a très peu de temps, c'est l'essai Préopanc, un essai de phase 3 qui intégrait lui par contre quelque chose de plus large, c'était résecap d'emblée et borderline. C'est comme ça qu'était designé l'essai, 16 centres, 248 malades. Le design, le voilà. Les patients étaient donc borderline avec un bon état général, avec une randomisation qui les conduisait soit dans la chirurgie et traitement néoadjuvant, et néoadjuvant plus chirurgie plus traitement adjuvant. Le traitement néoadjuvant, c'était de la gemcitabine encadrant une radiothérapie. Le critère de jugement principal, c'était la survie globale. L'essai, malheureusement, était négatif sur la population entière, c'est-à-dire borderline plus résecap d'emblée. Mais si on regardait le sous-groupe borderline exclusivement, c'est-à-dire la moitié des malades, 113 malades, on pouvait remarquer que ça fonctionnait quand même pas mal. Bon, l'essai n'a pas été calculé pour ça, c'est vrai que ce n'est pas le résultat de l'essai, mais c'est à considérer. La survie médiane pour les patients avec un traitement néoadjuvant quand ils sont borderline était de 17 mois, alors qu'elle n'était que de 13 mois pour les patients opérés d'emblée. Par ailleurs, le taux de R0 était vraiment, vraiment différent. On n'avait que 13% de R0 dans le bras chirurgie d'emblée et 80% dans le bras traitement néoadjuvant. Pourquoi choisissons-on du FOLFIRINOX? C'est un traitement qui fonctionne quand même. Il y a quelques essais qui l'ont démontré sur cette tumeur, commencé par 2011, l'essai de Thierry Conroy sur les cancers métastatiques, qui doublait la survie des cancers métastatiques de 6 à 11 mois. Et évidemment, on ne cite plus l'essai Prodige 24, publié en 2018, qui évaluait le traitement par FOLFIRINOX en adjuvant. Il y a plusieurs études qui supportent le FOLFIRINOX dans les cancers borderline. Voilà, 2 méta-analyses, je vais vous citer. C'était celle-ci de 2015, 13 études, 253 malades qui s'intéressaient au borderline et au localement avancé, 13 études, 253 patients, tous au FOLFIRINOX, plus ou moins radiothérapie. En ce qui concerne les borderline, ils ont pu en emmener jusqu'à 70% à la résection, et parmi ceux qui étaient réséqués, 93% avaient une résection R0 avec le traitement par FOLFIRINOX en néoadjuvant.
Deuxième travail, publié il y a 2 ans, 24 études qui ne s'intéressaient là qu'au borderline. 24 études, 313 malades, des borderline avec une addiction au folfirinox. Il y avait en moyenne 4 à 9 cycles de folfirinox avant. 70% ont été amenés à la résection. Ça permet aussi de souligner que ce traitement d'induction permet aussi d'évaluer un peu la progression de la maladie et ne pas opérer une maladie qui progresse rapidement, qu'on aurait méconnue en l'opérant d'emblée. Et chez ces patients qui ont été réséqués, 70%, eh bien, 83%, c'est vraiment un chiffre très élevé, avaient une résection R0. Sur les courbes de survie qui ont été poolées à partir de toutes ces études, on retrouvait ici en survie globale 22 mois pour les patients avec un traitement par folfirinox et une survie sans récidive à 18 mois. La réponse histologique avec le folfirinox a beaucoup de valeur. Donc l'anapathe qu'on aura beaucoup d'intérêt pour prévoir un peu la survie du patient. Dans cette étude publiée en 2015, française, 20 centres français, ayant inclus 47 patients, rétrospectivement 47 patients borderline et 33 patients localement avancés, qui avaient une induction folfirinox, avec en moyenne 6 cures de folfirinox plus ou moins radiochimiothérapie. 20% de ces patients avaient une réponse histologique majeure, c'est-à-dire que la tumeur était pratiquement stérilisée. Elle était ramenée à un T0 ou T1, mais N0. Et on voyait très bien sur ces courbes de survie, en dessous, que dans toutes les analyses, la survie était bien meilleure. Il y avait vraiment deux groupes qui se différenciaient, c'est les tumeurs stérilisées et ceux qui n'avaient pas de réponse aussi importante. Donc la réponse histologique après folfirinox est un bon facteur pronostic. Donc notre patient, M. V, 47 ans, il a eu ses 8 cures de folfirinox. Il a eu ses 8 cures de folfirinox et à la fin de ces cures de folfirinox, on a déjà, pour commencer, une très bonne réponse biologique. Son CA19-9 est passé de 6378 à 389. Je vous montre maintenant le scanner. On voit vraiment très bien, si on se rappelle du premier scanner, mais je referai des coups présumés, une bonne diminution de la taille tumorale, même si ce n'est pas un marqueur, c'est pas un marqueur essentiel, parce qu'effectivement, dans la réponse tumorale, la tumeur peut être tout simplement de la nécrose. La masse peut ne pas diminuer, ça peut être de la nécrose, de la fibrose ou de la tumeur, on ne sait pas trop, mais en tout cas, là, visuellement, elle a bien diminué, mais on constate qu'il y a toujours un contact avec la veine. On pourrait choisir de l'opérer d'emblée, mais ce n'est pas ce qu'on a fait. On remarque quand même que ce CA19-9, il est à 389. Ce CA19-9 à 389, ça a une valeur. C'est une valeur pronostique à ce stade. Au stade où on est juste avant l'opération ou une éventuelle opération, eh bien, il a été analysé dans cette étude récemment, là, il y a quelques mois, que dans les cancers pancréatiques avec folfirinox en induction, borderline ou localement avancé, le cutoff de 450 unités internationales avait une valeur prédictive de mortalité à 1 an. Il y avait une vraie différence, un vrai cutoff entre les patients qui avaient un folfirinox 1 CA19-9 à plus de 450 et ceux qui n'en avaient un en dessous de 450. Donc, on a choisi chez ce patient de faire un traitement complémentaire en raison de la persistance du contact veineux, un traitement complémentaire par radiochimiothérapie. Sur quel argument? Plusieurs travaux ont été publiés récemment, c'est vraiment un sujet d'actualité, et on va le voir après. Une première étude dans JAMA Oncology en 2018, ici. Les patients, c'est une étude monobras, un essai de phase 2, 8 cures de folfirinox, et les patients avaient à l'issue de ces 8 cures un scanner de révélation. Soit il y avait un contact vasculaire, alors il y avait une radiothérapie longue qui était faite, et une chirurgie était conduite par la suite. Soit il n'y avait plus de contact vasculaire après l'induction folfirinox, et une radiothérapie courte, 25 grès étaient réalisés, puis une chirurgie. Leurs critères pour évaluer le résultat, c'était le taux de R0. 63% des malades qui ont reçu le traitement ont été amenés à la chirurgie. C'est un peu ce qu'on trouvait précédemment. Et chez ces patients qui ont été réséqués, eh bien, il y avait quand même 97% de R0. Et une survie tout à fait satisfaisante avec une survie globale à 37 mois et une survie sans récidive à 14 mois. Un autre gros travail qui mérite d'être souligné, c'est celui de la cohorte AGO French, qui a été publié en 2018, 23 centres français, 203 patients, dont pratiquement la moitié de borderline. Ils ont analysé des patients qui avaient reçu du folfirinox et ou pas, oui ou non, une radiochimiothérapie complémentaire. Donc on peut déjà se dire, on a mélangé borderline et localement avancé, mais si on regardait les populations, il n'y avait pas de différence entre les deux dans le taux de R0 et pas de différence sur ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la réponse histologique majeure. Il y avait 20% d'un côté, 25% de l'autre, pas de différence. Donc on pouvait comparer le groupe avec folfirinox et le groupe
FOLFIRINOX plus radiochimiothérapie. Si on comparait, eh bien, le taux de R0 était bien meilleur dans les patients qui avaient eu un traitement par FOLFIRINOX plus radiochimiothérapie, 90% versus 75%. Et il y avait beaucoup plus de réponses histologiques majeures dans le bras qui avait eu FOLFIRINOX plus radiochimiothérapie, 30%, 33% versus 13%. Les courbes de survie suivaient évidemment. Ça marchait en survie globale. On avait une vraie différence en survie globale avec une médiane de survie à 57 mois dans le bras qui avait FOLFIRINOX plus radiochimiothérapie et 35 mois dans le bras qui n'avait que le FOLFIRINOX. Il n'y avait pas de différence identifiée significative dans la survie sans récidive, mais on voyait qu'il y avait quand même 17 mois versus 13 mois, il y a quand même une tendance. Les réponses, elles arriveront très probablement dans cet essai qui est en cours, l'essai Prodige 44, c'est PANDA, qui évalue avec 90 malades borderline, avec une relecture centralisée pour bien définir de la même manière pour tous les malades ce qu'est un borderline, avec comme critère de jugement principal le taux de R0, c'est un très bon surrogate marker comme on l'a vu. Hein. Le design de l'étude, c'est celui-là, hein, des patients avec un cancer borderline qui reçoivent 4 cures de chimiothérapie néoadjuvante avec FOLFIRINOX modifié. À ce moment-là, ils sont randomisés, soit dans un bras chimiothérapie, ils finissent leur cure de chimiothérapie, 2 autres cures de FOLFIRINOX, puis passent à la chirurgie. Soit ils sont dans l'autre bras, ils ont chimiothérapie, ils finissent leur 2 cures, ils passent à une radiochimiothérapie de 50 degrés, puis la chirurgie. Notre patient a donc eu sa radiochimiothérapie 50 degrés avec du 5FU oral. Et voici son scanner de réévaluation. La tumeur est pratiquement plus visible sur ce scanner. Bon, on a l'artefact de la prothèse biliaire et d'autres choses dont je parlerai après. Donc si je résume ici, le scanner initial, la tumeur avant mise en place de la prothèse, la tumeur après la mise en place de la prothèse, après radiochimiothérapie, les cures de FOLFIRINOX, après radiochimiothérapie, il est maintenant temps de passer à la chirurgie. Mais que faire de cette artère hépatique droite qu'on a découvert au scanner? Je vous rassure, on y a pensé bien avant la fin du traitement néoadjuvant. Mais quelle stratégie a-t-on employée pour anticiper ce problème? D'abord, quelle est-elle? Je vous l'ai expliqué au début, c'est une artère hépatique droite qui intéresse le foie droit, descend de l'AMS. Elle n'est pas accessoire, c'est elle qui vascularise le foie droit. Elle est donc classée type 3 de Mitchez, une artère hépatique replaced. D'abord, première question, faut-il la sacrifier, oui ou non? Eh bien, il n'y a pas beaucoup de papiers sur ce sujet, il y en a quelques-uns. Il y a une étude, une méta-analyse récente qui a montré que, en tout cas, l'artère hépatique droite n'avait pas d'impact oncologique sur la prise en charge des patients, sans vraiment préciser s'il fallait la réséquer ou pas. Mais on retrouve cette étude récemment en 2015, mais c'est encore celle qui fait référence pour l'instant, qui a réussi à classifier la position de l'artère hépatique, de la tumeur par rapport à l'artère hépatique et évaluer le risque de R1. Dans notre cas, c'était ce type 2, là, ici, lorsque la tumeur avait une distance inférieure à 10 mm par rapport à son origine sur l'AMS, par rapport à l'origine de l'artère hépatique droite, eh bien, le taux de R1 était très important, environ 80%, ce qui signifiait qu'il fallait mieux envisager de la réséquer plutôt que de la laisser. Donc, il faut la réséquer. Mais quelles conséquences d'un sacrifice sec, c'est-à-dire sans préparation, sur l'artère hépatique droite? Ça dépend de son calibre. Si une petite artère, si c'est une artère accessoire, ce n'est pas très grave. Mais dans le cas actuel, c'est une artère hépatique replaced. Elle assure à elle seule, enfin pratiquement à elle seule, la vascularisation du foie droit. Donc, il y aurait eu des conséquences. Une ischémie du foie droit avec des abcès derrière. Et ensuite, une ischémie du canal hépatique, évidemment, ce qui augmenterait le taux de fistule biliaire sur la bilodige qu'on prévoit de faire dans la DPC. Donc, il faut le faire quelque chose. Il faut trouver une alternative à un sacrifice sec de cette artère hépatique droite. 2 options. Soit on la reconstruit en pérope, soit on l'embolise en préopératoire. Plusieurs options, soit la reconstruire sans greffon ou avec un greffon. La reconstruction sans greffon, voilà des propositions. Il se posait cette solution, donc sectionner la gastro-duodénale comme on le fait évidemment dans une DPC, sectionner l'artère hépatique en aval de la tumeur, en amont de la tumeur, et se rebrancher sur le moignon de l'artère gastro-duodénale. Autre solution, se rebrancher sur une artère splénique qui aurait été ligaturée et apportée de l'autre côté. Voilà, 2 solutions sans greffon, une solution avec greffon, prothétique ou non, avec une petite saphène. Il faut bien penser à mettre la jambe dans le champ.
un pontage entre l'artère hépatique droite et l'artère splénique ou un pontage entre l'artère hépatique droite et l'artère rénale droite, par exemple. Deuxième solution, l'embolisation préopératoire. L'objectif de cette embolisation, c'est de le faire non pas pendant la chirurgie, mais avant, et de emboliser cette artère hépatique droite afin d'ouvrir les chins droit-gauche par les collatéralités qui se trouvent au niveau de la plaque. Que choisir? Il faut poser un peu les avantages de l'un et de l'autre. L'avantage de l'embolisation, c'est effectivement qu'on a une bonne connaissance de l'artère, l'anatomie artérielle hépatique avant la chirurgie, mais bon, un scanner l'aurait permis aussi. On préconditionne un petit peu le foie à l'ischémie, enfin les voies biliaires à l'ischémie, c'est un petit peu anticipé, c'est pas pendant la chirurgie qu'il reçoit à la fois la chirurgie et l'ischémie. Il y a une diminution de la durée opératoire parce qu'il n'y a pas de geste à rajouter. Ça évite de faire donc une anastomose artérielle. L'inconvénient, c'est qu'il faut pouvoir le faire. Il faut un pilote technique, des radiologues embolisateurs qui peuvent faire ça, qui savent faire ça. Ça ajoute au drainage biliaire une embolisation, donc une petite souffrance ischémique probable temporaire des voies biliaires, et donc ça augmente ce risque d'angiocolite et d'abcès hépatique avant d'arriver à la chirurgie. Il y a un risque de disséquer l'artère hépatique et ça peut aussi entraîner une inflammation de la lame rétroporte. Voilà. Dans la reconstruction, les avantages, c'est qu'il n'y a qu'une seule procédure. Ça ne se passe pas avant. Voilà, c'est tout en un. Il y a moins de risque d'angiocolite parce que théoriquement, on rend le débit parfait à l'artère et donc moins de risque d'abcès préopératoire. L'inconvénient, c'est quand même qu'on est là dans un contexte de radique. Le patient a été irradié. Donc, les artères peuvent être radiques elles aussi, avoir une artérite radique. La chirurgie dans une reconstruction est beaucoup plus longue. C'est 2 anastomoses en plus. Elle est plus complexe. Il faut quand même avoir l'expérience de ce genre de geste. Évidemment, même si c'est bien fait ou encore si c'est moins bien fait, il y a un risque de thrombose ou de sténose anastomotique. Et par conséquent, un risque d'ischémie biliaire. Et encore, on rajoute un nouveau risque, c'est qu'on a toujours évidemment le risque de fistule pancréatique dans une DPC, c'est évident. Et avec ça, le risque d'hémorragie sur les anastomoses artérielles qui ont été confectionnées. Nous avons donc choisi, puisque c'était disponible et qu'on en a l'expérience, l'embolisation préopératoire. Voilà ici l'image du radiologue, avec ici l'opacification de l'artère mésentérique supérieure. Ici, dans sa petite sonde Cobra, ici on voit la prothèse biliaire en place. Ici, l'artère hépatique droite triplex, qu'on voit quand même être de bon calibre, il faut vraiment le souligner. Ici, qui vascularise le foie droit. Et ensuite, l'image après embolisation. On voit ici les coils, ici, les coils dans l'artère hépatique droite. Et ici, une opacification du tronc iliaque avec ici l'artère splénique, l'artère hépatique commune, la gastro-duodénale et la propre. Et on voit déjà en fin d'embolisation, déjà pendant le geste, un petit peu de rehaussement du foie droit par les petites collatéralités qui sont au niveau de la plaque. Monsieur V, 47 ans, a donc eu, après ce geste, après ce geste, une duodénopancréatectomie céphalique élargie. Élargie à quoi? Au segment tronculaire, un segment tronculaire de l'axe veineux porto-mésentérique, à l'artère hépatique droite triplex naissant de l'AMS, et il a été reconstruit selon Child, et avec une pancréatico-jéjunale, une anastomose pancréatico-jéjunale, une anastomose termino-terminale de l'axe veineux, et pas de reconstruction artérielle. Les suites ont été simples. Sortie AG10. Il n'a pas eu d'incidence hépatocellulaire. Tout ce qui est signalé dans le post-op, c'est une angiocolite de reflux AJ5, traitée efficacement, identifiée sur un mouvement cytolytique et une fièvre, avec de très bonnes évolutions, rapidement. Et l'analyse anatomopathologique a retrouvé, donc effectivement, un adénocarcinome canalaire avec une réponse histologique majeure avec un PYPT1 BN0. Le patient a été discuté en RCP et il a été décidé d'une surveillance. Dernière nouvelle du patient à 40 mois du diagnostic. Il a à ce jour juste une insuffisance pancréatique exocrine traitée par crayon et il n'a aucun argument à ce jour pour une récidive. Il est donc dans la courbe bleue de ces deux schémas. Réponse histologique majeure, bonne survie. Je vous remercie pour votre attention. Merci Fabien pour la présentation de ce dossier très, très complet, très didactique qui touche, je crois, bien tous les problèmes que l'on peut rencontrer dans un borderline.
On n'a pas de questions sur le chat. Une remarque de Laurent Sulpice sur l'essai Préopan, en disant, en stipulant que c'était avec la gemcitabine, mais je pense que Jean-Robert va nous en parler. Donc, je vous propose de donner la parole à Jean-Robert, et puis après, je reviendrai vers vous au fur et à mesure en fonction des questions. En fonction des questions. C'est une très belle présentation. Ça, je tiens à le souligner, c'est remarquable. C'est très bien documenté, ce qui est essentiel quand même, parce qu'il y a les papiers majeurs sont cités. Pour résumer, je dirais que dans le service, on aurait fait exactement la même chose, la même stratégie, et en espérant avoir le même résultat que vous, puisqu'il s'agit d'un excellent résultat. Je ferai quelques commentaires sur ce qui a été montré, peu de choses, parce que je considère que quasiment tout a été dit. Il a 47 ans quand même, donc il est jeune. Il y a un père dont le décès est lié à un cancer de diagnostic inconnu. Alors, je ne sais pas si vous avez un peu fouillé ça, mais ce serait intéressant de savoir. Parce que 47 ans, c'est quand même très jeune pour un cancer du pancréas et avec deux antécédents familiaux de néoplasie, dont un père décédé d'un cancer inconnu, on peut se poser la question quand même d'une enquête oncogénétique. C'est accessoire, mais je pense que ça vaut peut-être la peine. Tout à fait. Un mot sur la bilirubine, si vous permettez. Il y a un formidable papier de Vérone, très récent, que je vous mettrai là dans la biblio, qui considère que le seuil qu'on avait publié avec l'AFC, avec Alain Sauvanet, on avait fait un papier où on avait mis un cut-off couplé à la créatinine en disant 180, 200 de Billy, ça commence à être problématique, il faut drainer les malades. Bon, il a 318 de Billy. À Vérone, le seuil considéré aujourd'hui, c'est 150. Et c'est une série sur 1000 malades, donc qui a une grande valeur. Donc la Billy, il faut revoir nos recommandations, puisqu'il y a des recos quand même, il faut revoir nos recommandations un peu à la baisse, parce que le seuil au-delà de 150 à Vérone est prédictif du pronostic, d'une part, ça on le savait déjà, mais pas avec un taux aussi bas. Et il est prédictif de complications post-opératoires. Donc ça, c'est un papier vraiment très intéressant. Sur le bilan, vraiment, il n'y a aucun reproche à faire à ce que vous avez fait. On aurait fait exactement pareil. Vous avez très bien argumenté la nécessité de l'IRM. Et j'ai bien aimé que vous ayez cité le papier qui est dans le Translational Oncology, parce que ça a été le premier papier qui a montré que l'IRM de DIF peut être un moyen d'évaluer la réponse thérapeutique. Mais si je peux me permettre aujourd'hui, ce n'est pas très simple, puisque même dans notre service, on ne le fait pas toujours et à tort. Si on veut évaluer la réponse métabolique, il faut faire un PET. Et il faut faire un PET avant le traitement néoadjuvant et après le traitement néoadjuvant. On peut considérer qu'aujourd'hui, dans la littérature, le seul intérêt du PET scan, c'est ça, c'est d'avoir un moyen qui reste à évaluer, mais dans les centres experts comme le vôtre, ça vaut le coup de le faire. Un PET avant le néoadjuvant, après le néoadjuvant, parce que c'est une très bonne façon, couplée à l'IRM de DIF, c'est une excellente façon d'apprécier la réponse métabolique et la réponse tumorale. Voilà, c'est la seule chose peut-être que j'aurais fait de différent. J'aurais peut-être fait un PET quand même en me disant, bon, s'il répond, voilà. L'artère hépatique au contact, vous l'avez très bien dit, le patient est borderline de par cette artère, il est borderline sur la biologie à cause du CA19-9 et il est borderline sur la veine. Alors, on a eu une très grosse discussion quand on a écrit les recos, qui sont très récentes, les recos ACHBT, elles sont ACHBT 1K, elles sont très récentes. On a fini par écrire, j'avoue qu'avec Alain Sauvanet, on a beaucoup poussé pour ça, on a fini par écrire « Tout contact veineux doit être traité avant d'être opéré ». Alors, c'est loin d'être la pratique quotidienne, c'est loin d'être appliqué, très loin d'être appliqué, mais je pense que le contact veineux, tel que vous l'avez montré, je me souviens, Fabrice doit se souvenir, on avait fait une ACHBT jeune à Toulouse sur le pancréas. Moi, j'ai toujours eu un problème avec 180 degrés.
Je m'excuse, je ne peux pas m'empêcher de parler de ça parce que ça a été un peu mon dada. 180 degrés, ça dépend où vous le mettez. Les dessins du NCCN et les dessins que vous avez très bien montrés dans votre topo, c'est des dessins où l'artère et la veine sont dans un plan classique avec une tumeur à 180 degrés à leur droite immédiate. D'accord? Quand c'est l'uncus, il y a un problème de résécabilité majeur, c'est pas forcément 180 degrés, parce que l'envahissement, il est postérieur. D'accord? Et si vous prenez 180 degrés en avant, c'est pas pareil. C'est-à-dire que si vous faites tourner le 180 degrés, très rapidement, le problème, c'est plus la veine, c'est l'artère. Mais ça, je m'excuse d'insister là-dessus pour les plus jeunes en particulier. Si vous faites tourner l'envahissement de 180 degrés de la droite, comme c'est représenté sur les schémas, vers l'arrière ou vers l'avant, mais vers l'arrière surtout, très rapidement, le problème, c'est plus la veine. Le problème, c'est la gaine artérielle. Voilà, donc ça me paraît très important. Que dire d'autre? Le stent, quel stent? Il a eu un stent métallique, j'imagine. Métallique court, oui. Voilà, métallique court, il faut le dire aux plus jeunes, ça, hein, pas de stent plastique. Surtout que si vous avez fait une radiochimiothérapie, si vous faites une radiothérapie potentialisée après le FOLFIRINOX, les prothèses plastiques, c'est une catastrophe, quoi. C'est un taux il y a un papier du MD Anderson là-dessus, c'est un taux de réhospitalisation considérable et un taux de changement de prothèse considérable. Donc, ce que vous avez fait, c'est la ROCO, c'est un stent métallique court, pas de prothèse plastique. Le papier du JCO 2020, qui est un fabuleux papier, bien sûr, hein, avec un impact factor considérable, mais le problème est toujours le même, c'est qu'il y a les borderline et les résécables. Alors, vous avez très bien fait de distinguer dans le tableau ce qui est résécable et borderline, parce que l'essai, il est perturbé quand même par ça, par le fait qu'il y ait l'inclusion de la totalité des malades. Vous avez beaucoup parlé de R0. J'imagine qu'à Rennes, R0, c'est 1 mm. Oui? Oui. 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 Oui? Oui, oui. Oui, oui. Bon. Donc R0, c'est 1 mm de marge. Alors moi, j'ai un problème avec j'en donne qu'un, hein, le papier de Petrelli, par exemple, qui est très bon, hein, que vous avez cité. Il y a 97% de R0. Oui. Les 3/4 des papiers inclus dans ce papier, c'est R0, 0 mm. Oui, c'est vrai que je n'ai pas pensé à ça. Ouais. Donc c'est un gros problème parce que c'est un gros problème pour comparer les papiers, parce que dans cette méta-analyse, les 3/4 des papiers, pour nous, ils seraient peut-être R1. Oui. Pour vous, à Rennes, ils seraient R1. Ils ne sont pas R0. Donc ça, il faut faire très attention quand on analyse les papiers, il faut faire très attention à ça. Jensen, d'accord. J'ai un commentaire sur le papier de Daniel Pietras auquel on a participé, le papier de la cohorte AGO French auquel on a participé, bien sûr. Alors moi, je le dis en toute simplicité, on a pénalisé les résultats de ce papier à l'Institut. Pour quelle raison? Parce qu'on a fait beaucoup de radiothérapie dans le pancréas à une époque, avec beaucoup d'embêtements. On a eu des embêtements parfois vraiment complexes à gérer. Et à l'ère du FOLFIRINOX, on s'est arrêté de faire de la radiothérapie. Donc, par exemple, dans le papier de Daniel Pietras, où il y a un peu plus de 200 malades, on a mis un peu plus de 50 malades dans ce papier. Aucun de nos malades n'a été irradié. Et on a changé de stratégie récemment. On est revenu à la radiothérapie telle que vous l'avez faite à ce patient, qui est quand même, je crois, le bon traitement à faire. Et donc, en fait, nous, je pense qu'on a pénalisé les résultats du papier d'Annals of Surgical Oncology qu'a publié Daniel Pietras. Et ça a une petite conséquence, c'est qu'il est possible que si tous les malades avaient eu de la radiochimiothérapie, le taux de réponse pathologique aurait été supérieur. Dans notre institution, le taux de réponse pathologique au moment de ce papier, il était de 2%. C'est-à-dire qu'il était très faible par rapport aux résultats qui sont publiés dans le papier. C'est un bon argument pour la radiothérapie que vous avez réalisée chez votre patient. Mais ça reste discuté. Hein. Il y a un gros papier japonais avec 800 malades qui montre que FOLFIRINOX plus radiothérapie versus
Folfirinox, ben, c'est pareil. Alors, donc, le problème n'est pas vraiment réglé. Et tant qu'on n'aura pas les résultats de l'essai que vous avez présentés, on n'a pas, disons, comment dit-on, on n'a pas d'evidence-based pour dire que c'est Folfirinox plus radiothérapie le bon traitement. Mais c'est celui qui est logique, me semble-t-il, aujourd'hui, hors essai. L'artère hépatique droite, ben, on aurait fait pareil, on l'aurait embolisé, hein, bien sûr. Enfin, bien sûr, je dis bien sûr, c'est pas évident du tout, mais il y a un papier dans HPB qui vient juste de sortir, qui est online là, sur notre expérience plus celle de Laurence Chiche. La morbidité, c'est 10%. Bon, donc c'est acceptable et ça évite une anastomose artérielle et ce que vous avez très bien dit, les risques d'une reconstruction artérielle au cours d'une DPC qui ne sont quand même pas négligeables. Parce que même s'il a eu de la radiothérapie, le malade, il a peu de chances de fistuliser. Bon, OK. Il va avoir un pancréas bien durci par la radiothérapie. On peut être autorisé à faire, on l'a fait une fois, une artère splénique renversée. C'est un truc que j'aime bien. Moi, c'est une bonne technique. Oui, d'accord, mais enfin, c'est plus simple d'emboliser, je trouve. Pour une morbidité qui est vraiment acceptable, puisque je vous dis, dans l'expérience des deux centres, c'est 10% d'embêtement, un abcès, une angiocolite un peu sévère, enfin voilà. Donc, ce que vous avez dit. Je ne suis pas étonné que sur votre pièce opératoire, il n'y ait que 4 ganglions examinés. Il y a des gens qui se sont posé la question, là, quand même. Non, à Rennes, on fait des curages. On fait des curages, on fait des Mais je le sais qu'on fait des curages à Rennes, donc il n'y a que 4 ganglions examinés. Alors, qu'est-ce que vous avez dit à vos anapathes? Reprenez la pièce, vous avez dit non, mais ça va, c'est radiothérapie, radiochimio, folfirinox. C'est ça, non, la réponse? Vous pensez, je n'ai pas de réponse à la question, parce que les curages sont effectivement extensifs. Vous pensez que le traitement les a fait disparaître? Non, je ne crois pas qu'il les fait disparaître. Je crois que, enfin, il les fait disparaître. Je crois qu'il les rend très difficilement analysables par le pathologiste. Dans la fibrose, ils sont atrophiques. Oui, le problème, c'est ça. C'est qu'ils sont dans la fibrose et que le pathologiste a beaucoup de mal à les identifier. Bien sûr. Alors, nous, on essaie de les prélever séparément. Je pense qu'Olivier Turini continue à le faire. Moi, je le faisais. Je crois qu'Olivier continue. Je pense que ça prend du temps. Hein. C'est comme d'ancrer les pièces, ça prend du temps. Mais c'est peut-être intéressant parce que, bon, ceci dit, je n'ai pas été étonné. Je vois 4 ganglions examinés. Je me dis, bon, ben ouais, d'accord, hein, la radiothérapie, c'est souvent comme ça. Voilà, bon, écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Hein. Voilà, je trouve que c'est très, très bien présenté, que c'est un beau dossier, en plus avec un beau résultat, et que, comme l'a dit très bien Fabrice, vous avez fait le tour du problème, là, quand même. Voilà, alors il doit y avoir peut-être des questions. Je me permets 2 petites réponses à vos questions, notamment le cancer chez le jeune. Effectivement, on a fait une enquête. Hein. Ah, on très a bien. statut MSS parce qu'on voulait éliminer un Lynch. Hein. Il est MSS et BRCA2 négatif. Bon. Deuxième chose, pour le TEP, effectivement, ce serait aujourd'hui, on ferait un TEP. Hein. Sauf Donc que vous le feriez, oui. Voilà. A été pris en charge il y a plusieurs années, il y a 3 ans à peu près, je crois. À l'époque, ce n'était pas encore le standard, mais aujourd'hui, on fera un TEP, effectivement. Il n'y a pas de doute. Voilà, c'était juste deux réponses. OK. Alors, est-ce qu'on a des questions de la nombreuse assistance? C'est vrai qu'on a de nombreuses assistances. On avait une question de Maximiliano Gelli sur le taux de fistule en cas de ligature de l'artère hépatique droite sans préparation. La remarque pleine de bon sens à sa question est le fait que la collatéralité intrahépatique est immédiate. Et vous nous l'avez dit dans votre présentation, puisqu'on l'a vu lors de l'embolisation, que les shunts se sont ouverts. Et c'est vrai qu'à Toulouse, notre radiologue à qui on demande d'emboliser ses artères le fait gentiment, mais nous dit que ça ne sert à rien parce que les shunts, c'est immédiat, il les voit lorsqu'il embolise. Donc, je ne sais pas si vous avez une réponse à cette question très pointue, mais je pense sous-entendre que, voilà, est-ce que c'est vraiment supérieur de l'emboliser avant, puisque les shunts s'ouvrent immédiatement? J'ai une réponse, Fabrice, à ça. Effectivement, les shunts s'ouvrent immédiatement. Ça a été très, très bien vu sur l'angiographie. Néanmoins, il y a quelques malades, et dans notre expérience, il y a 10% des malades qui ont fait
une angiocolite, un mouvement de cytolyse relativement important. Moi, je pense que c'est mieux que le malade ne soit pas opéré qu'opéré. Parce que si tu lis l'artère hépatique en pérope, les shunts vont s'ouvrir, mais s'il fait partie des 10% de malades qui vont développer une cytolyse, une angiocolite, machin, etc., ben, je crois que c'est pas très bien après une DPC. Donc, je pense que c'est la réponse à donner au radiologue. Enfin, moi, c'est ce que j'avais dit. Hein. Parce que l'argument, on me l'a avancé aussi, puisque moi, j'attendais 15 jours avant de les opérer. Sûrement trop. Sûrement que 15 jours, c'est trop, quoi. Mais bon, voilà, peut-être qu'au moins une semaine, ça paraît raisonnable. Bon, Pour éviter d'avoir en post-op de la DPC ben, les 10% de morbidité de l'embolisation de l'artère. Et le débit quand même augmente si on attend un petit peu et on embolise, puisque Oui. récemment, si on fait le Doppler à J1, il n'y a pas trop de pouls. Par contre, à J6 ou J7, on retrouve un pouls à droite qu'on n'a pas à J1. Donc ça permet de développer même la collatéralité. Effectivement, elle est préexistante, mais elle se développe avec l'embolisation. Très bon argument. Très bon argument. Jean-Robert, j'ai une remarque à faire, ou plutôt une interrogation. Est-ce que tu recommandes, quand l'artère hépatique droite est embolisée en préopératoire, de monter le plus haut possible sur la voie biliaire principale pour aller faire l'anastomose biliodigestive? Oui, tu vois, j'ai toujours coupé très haut. Moi, alors, tu vois, je ne me suis pas posé cette. Je coupe immédiatement sous la convergence, moi. Donc, je ne sais pas si c'est. J'ai pas changé. J'ai pas changé. Mais peut-être que si on a pour habitude de conserver un petit bout de segment biliaire, peut-être que c'est mieux de couper relativement haut, hein, probable. Pour voir si elle est bien vascularisée, si ça saigne quand on la coupe, oui, probablement. C'est avec l'idée. C'est quoi ton arrière-pensée dans cette question? C'est que la voie biliaire extra-hépatique, elle est vascularisée par la branche droite de l'artère hépatique. Et que quand tu l'as embolisée, la situation artérielle de la voie biliaire principale, elle est un peu précaire quand même. Donc, plus tu es proximal, et mieux c'est. Ouais. C'est vrai qu'ici, on la coupe très haut dans les DPC. Très bien. Après, on peut aussi, pour clore peut-être ce sujet, parce que j'ai une autre question, on peut aussi dire que dans l'expérience de la transplantation hépatique fait que dans certaines artères thrombosées, certains centres où on fait de temps en temps des anastomoses biliodigestives pour justement suppléer un peu la vascularisation de la voie biliaire. Voilà. Donc, j'ai une question de Nicolas Régenet qui demande si après une bonne réponse au FOLFIRINOX, quid d'une radiochimio avec FOLFOX plutôt que capecitabine? C'est précis. Oui, c'est plus que précis. Oui. Avec Nicolas. Pourquoi pas, Nicolas, hein, pourquoi pas? Voilà. Il faudrait poser la question aux oncologues spécialisés de ce genre de choses. Je ne sais pas. Non, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pourquoi? Parce que Nicolas a des problèmes avec la capecitabine. Il faut lui demander là, pourquoi cette question? Pourquoi cette question? Nicolas peut peut-être prendre la parole. Valérie, je ne sais pas s'il peut prendre la parole, Nicolas. Vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend très bien, Nicolas. Non, mais c'est parce que, en fait, dans le rationnel, c'est-à-dire qu'on a un patient qui répond bien au FOLFIRINOX, enfin, qui répond bien, mais pas suffisamment bien. Pourquoi changer une chimiothérapie qui marche et avec des protocoles de FOLFOX radiothérapie qui sont actuellement bien maîtrisés? Et pourquoi changer avec de la capecitabine seule? C'est ça ma question, en fait. Oui, ok. Le rationnel, c'est qu'on change une chimiothérapie qui marche par de la capecitabine. J'ai pas un problème avec la capecitabine, c'est que en termes de chimiothérapie, on va dire active, est-ce que le FOLFOX radiothérapie ferait pas mieux, quoi? Et on n'a pas les données dans la littérature, je crois pas. On n'a pas de données, non. On n'a pas de données pour répondre à ça. Très bien. Nous, personnellement, on a fait quelques malades. Hein. En fait, on ne change pas et on switch le FOLFIRINOX vers le FOLFOX radiothérapie. Dès que vous avez un peu avancé, il faut le montrer. Il faut le montrer. Si vous avez 20 malades propres comme ça, avec ce type de
avec ce type de stratégie, vous pouvez très bien le montrer. Hein. Vous pouvez très bien le montrer. Tu as vu, il y a un papier qui a été montré dans le topo, qui est un papier incroyable parce que les gens ont prêté peu d'attention à cause du nombre de malades. Hein, vous avez présenté un papier tout à l'heure où il y a 46 malades, je crois, dont une trentaine arrivent à la chirurgie. Oui, c'est le papier de Murphy. Absolument. Voilà. Ben avec 40 malades, il a fait un essai randomisé à 2 bras et qui a été publié dans une grande revue, quoi, parce que voilà, c'est très bien fait, il n'y a aucun problème. Donc Nicolas, si tu as 20 malades propres avec cette stratégie, tu peux montrer ça. Hein. Il n'y a pas de raison de ne pas le montrer. Donc, ça intéressera les oncologues, hein, ça c'est sûr, et les radiothérapeutes. Je ne suis pas sûr d'avoir 20 malades, hein, M. Delperron. Mais tu en as déjà fait quelques-uns. Oui, mais j'en ai pas fait 20. Non, mais si tous les borderline à qui tu fais FOLFIRINOX suivi de radiochimio, tu décides que tous ces malades-là ont une stratégie avec FOLFOX radiothérapie, ben, je ne sais pas, en 2 ans, tu les auras, les malades. On attend de te lire, Nicolas. Au plaisir de te lire. Voilà. J'ai une question sur le chat de Nicolas Carrère qui demande, ça c'est pour Fabien va pouvoir répondre, quels sont les arguments bibliographiques sur la réponse métabolique au TEP et son utilisation donc avant et après traitement d'induction? Quels sont les arguments pour le faire en plus dans le bilan de prise en charge? Honnêtement, je n'ai pas la biblio en tête. Là. Je ne peux pas répondre. C'est recommandé depuis maintenant 2 ans, mais je n'ai pas la bibliographie en tête. Je ne veux pas embarquer dans Jean-Robert, peut-être. Et Nicolas, je n'ai pas les papiers en tête là, mais je peux te les fournir. Et surtout, les références, elles sont dans les recos, dans les recos de la CHBT. C'est un 4 2019, je crois. Voilà. Il y a 4 papiers, il y a 3 ou 4 papiers qui montrent assez bien ça. Et moi, j'avais été convaincu du bien fondé de faire un PET avant et après traitement néoadjuvant par Olivier, si je ne dis pas de bêtises, Lucidarme, qui m'avait montré des images à la pitié absolument incroyables de réponse métabolique et qui était vraiment, c'était splendide. Voilà. Donc je crois que c'est bien de le faire. Et puis ce qu'on pourrait faire, si je peux me permettre, puisque on est à la CHBT là quand même, hein, ce qu'on pourrait faire, c'est faire une étude. Vous qui avez présenté ce dossier, vous pourriez faire ça, conduire un truc comme ça. Une étude de cohorte nationale des membres de la CHBT sur le cancer du pancréas borderline, avec une enquête préliminaire et puis un travail sur le PET avant-après dans le cancer du pancréas borderline. Parce que la littérature, il n'y a pas foison. Hein. Donc, je pense que ce serait un joli travail à faire pour la CHBT. Ça. Tout à fait, avec plaisir. C'est dans l'air du temps, quoi. Voilà, en plus. Absolument. Très bonne idée, ça sert à ça, ces grands rounds, c'est à faire le point, à créer des liens et à proposer d'autres choses. J'ai pas d'autres questions sur le chat, alors je vais me permettre, Fabien, une ou deux questions qui sont un peu, on va dire, ancillaires. 2 choses. Alors, votre malade était plutôt jeune, 47 ans, c'est heureusement pas la typologie la plus fréquente. Quid de la prise en charge pendant cette période de chimio, radiochimio au niveau nutritionnel? C'est souvent des patients dénutris. Est-ce que vous avez un protocole de préhabilitation chez ces malades qui vont avoir de la chimio, qui vont des fois avoir des effets secondaires, et qui partent en traitement néoadjuvant avec un état un peu au niveau nutritionnel pas très important? Est-ce que vous avez un protocole à Rennes? Est-ce que d'autres... Le patient a été suivi effectivement dans le cadre de cette dénutrition. Il a perdu 6 kilos seulement, mais bon, quand même. Il a été pris en charge par l'équipe de nutrition, effectivement. Pas vous rapporter le protocole. On a évidemment l'immunonutrition préopératoire les 10 jours avant. Dans ça, on n'a pas de protocole établi, mais effectivement, ce patient a été pris en charge par l'équipe de nutrition. Mais je n'ai pas de protocole vraiment établi à vous rapporter. D'accord. Voilà. Jean-Robert, dans les recommandations,
Il n'y avait rien concernant, parce que c'est vrai que c'est un des points aussi, tu l'as dit, c'est un argument dans la résécabilité, la générale. Je sais qu'il y avait eu des études sur la nutrition post-opératoire entérale après les DPC chez Matt Dénutri. Je vous chercherai, il y a 2 papiers récents là-dessus, je vous les trouverai. Je les ai mis dans la biblio, là. Mais c'est pas... Même l'immunonutrition, la seule chose qui n'est pas discutée, c'est l'immunonutrition préopératoire. Le reste, c'est compliqué. Hein. Dans la littérature, il n'y a pas grand-chose. Parce que c'est aussi certains arguments. On a des malades un peu fragiles, un peu faibles, et après, avec les effets secondaires du traitement néoadjuvant, ça. Oui, ils sont bien fatigués. De temps en temps à gérer, et on a tendance à vouloir quand même les opérer, et les résultats, je trouve, sont pas très convaincants en post-opératoire. J'ai une autre question de Maximiliano. En 2021, alors attendez, je la remets dans le sens. Est-ce que le plus important, c'est le taux de décroissance du CA19-9 ou la valeur absolue du CA19-9 à 450 après traitement d'induction? Un peu, j'imagine, qui est un peu le reflet de l'alpha-fétoprotéine qui avait été montré pour. C'est-à-dire, est-ce que la valeur absolue est plus importante que finalement la cinétique de décroissance? Alors, la valeur absolue que j'ai citée, c'est une valeur absolue en préopératoire qui prédit la mortalité à 1 an. C'est une étude publiée récemment, justement par l'IPC et REN. Mais la taux de décroissance a vraiment une valeur effectivement très importante. Je crois qu'il y a un papier paru dans Annals l'an dernier dont j'ai plus la référence qui rapportait le ratio de décroissance qui évalue la qualité de la réponse au traitement adjuvant. Mais je ne l'ai plus en tête. Là. Je ne sais pas si vous l'avez, M. Delpero. OMD, ils font beaucoup ça. OMD Anderson, ils font beaucoup. Ils regardent le taux de décroissance plus que la valeur absolue. Hein. Pour la nutrition. Une remarque de Nicolas Régenet. Pour la nutrition, l'évaluation de la fonction exocrine est importante. Un commentaire, Fabien? Pour ce patient, il n'avait pas d'insuffisance exocrine à l'arrivée. Il en avait après, évidemment, mais pas avant. Une réponse, non, je n'ai pas de réponse. D'accord. Moi, j'avais une autre petite, donc la deuxième question. Pour l'instant, j'ai pas d'autre. Oui, j'ai une question, moi. Est-ce que, bon, il n'est pas diabétique, hein? À 40 mois de recul, il n'a pas de diabète. Non. Est-ce qu'il a une stéatose? Je n'ai pas regardé, mais ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. Effectivement, c'est un constat qui a été fait chez nous et chez les autres d'ailleurs. Hein. C'est quelque chose de décrit, mais ils ont beaucoup de stéatose, mais je n'ai pas regardé. Je pourrais regarder, effectivement. Oui, à voir. À voir. Donc, Fabien, tu as un commentaire de Laurent Sulpice que tu dois connaître un peu. La chute du CA19-9, c'est le principal facteur prédictif de résection R0 Annals of Surgery 2019. Bon, voilà la réponse. Voilà. Une autre petite question, parce que Jean-Robert l'a évoqué tout à l'heure, sur les prothèses, les stents. C'est vrai que les malades partent pour quelques mois de préparation, les prothèses par stent. Moi, j'ai le quid de quelque chose qui est un peu en parallèle de ça, c'est l'antibioprophylaxie thérapie chez ces malades qui sont drainés pendant de nombreuses semaines, voire de nombreux mois des voies biliaires. Comment vous procédez? Parce qu'il y a des débats, il y a eu des papiers sur la biliculture, et c'est vrai que ces malades-là, ils ont des voies biliaires avec du matériel qui reste beaucoup plus longtemps que juste ce que l'on faisait, c'est-à-dire drainage et puis chirurgie quand le taux de bilirubine revient en dessous de 150. Est-ce que vous avez un peu faire partager alors, j'ai plein de réponses. Votre réflexion? J'ai plein de réponses. On a un travail qui est en cours de préparation, en cours de soumission actuellement sur ce sujet. Hein, je touche un peu, mais jusque-là, on faisait un traitement par roséphine flagile jusque-là dès le péropératoire, à partir du péropératoire, après prélèvement biliaire. Mais on se rend compte que notre écologie bactérienne évolue beaucoup avec le temps. Déjà parce qu'il y a une résistance au développement dans la population, mais également parce que notre population de patients qui sont en traitement adjuvant, ils ont eu une CPRE, ils ont une exposition aux antibiotiques, un drainage biliaire, ils ont déjà été exposés aux antibiotiques. Donc, on a envie de plus en plus d'élargir le spectre d'antibiothérapie pour ces malades et peut-être même de passer à la thésocilline. Et j'irai même plus loin, peut-être plus que pour les malades qui ont une prothèse biliaire. Et je crois qu'actuellement, il y a au Mémorial à New York qui vont commencer un travail qui évalue l'intérêt de la tazo chez tous les malades qui ont une DPC pour prévenir les complications.
parce que ces patients ont des expositions fréquentes aux antibiotiques, ne serait-ce que pour la CPRE, pour la prothèse biliaire, pour l'angiocolite, mais également pour les complications de la chimiothérapie pendant les phases où ils ont des infections. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il faut se poser beaucoup de questions à ce sujet, et je pense qu'il y a un virage à prendre en ce moment avec ça, hein. Et ça peut largement obérer le pronostic à court terme et à moyen terme, hein. Donc nous, on fait Rocephin Flagyl, et je pense qu'on va tendre vers une évolution, vers quelque chose de plus élargi, c'est-à-dire la tazocilline d'emblée, et une réduction du spectre après analyse de la bactériologie de la bile péropératoire. Jean-Robert, peut-être commentaire sur le sujet? Non, on fait pareil, mais on n'a pas passé l'étape ultérieure. Mais ça veut dire, si j'ai bien compris, vous avez complètement changé de stratégie, là. Vous êtes passé à la tazo. On devrait passer à la tazo. Si tout nous reste on devrait passer à la tazo. Mais je crois qu'il n'y a pas que nous qui le faisons en France. J'ai lu un papier de l'équipe de Bordeaux, il me semble, si je ne me trompe pas, qui fait ça aussi, hein, il me semble. Oui, Bordeaux a publié ça. Il y a beaucoup de... Comme tu dis, c'est en pleine mouvance. Un sujet brûlant. Je n'ai pas d'autres questions sur le chat. Karim, tu as peut-être petite question, commentaire ou... Je n'ai pas de questions. Je dois dire que voilà, c'est la première fois qu'on fait ça à la CHBT, hein. À travers cette observation, on a appris plein de choses. On a pu discuter grâce à Fabien qui avait bien préparé son dossier et puis à l'expertise extraordinaire de Jean-Robert, et à travers les questions de la salle, je trouve qu'on a vraiment fait le tour de la question aujourd'hui. Je suis enchanté par les résultats de ce premier grand round. Je crois qu'il est Fabrice, l'heure, et Valérie aussi, hein, l'heure de fermer ce chat, ce grand round. On est tout à fait dans... On est tout à fait dans les temps. Un petit commentaire de Montpellier, peut-être encore, qui arrive. C'est Astrid Herrero qui nous dit que, voilà, à Montpellier, c'est tazocilline systématique pendant 15 jours. Et après, j'imagine, ils adaptent. Et ils se posent actuellement la question des antifongiques. Ah oui, absolument. Voilà, 5 jours. Avec 15 jours, ça faisait long, hein. 5 jours. 5 jours, je pense, oui. 5 jours. Et voilà. Donc, effectivement, le but, c'était de faire... alors, il y a Max qui nous dit « Chez nous, après des mauvaises expériences, les infectiologues nous ont demandé de faire un dépistage BMR chez tous les patients porteurs de prothèses biliaires. » Donc voilà, parce qu'il y a aussi le risque, avec les antibiotiques de large spectre, de sélectionner aussi une flore qui rendra l'avenir plus difficile. Absolument. Donc effectivement, on est dans les clous. Le but, c'était de faire ces grandes rounds de façon sur un temps assez court pour lasser personne. Et c'était très riche. Avant de laisser la conclusion à Karim, je voudrais vous rappeler que le prochain grand round est prévu le 17 juin avec l'équipe de Lyon, la Croix-Rousse, sur l'hépatocarcinome sur cirrhose. L'équipe donc de Jean-Yves Mabru et Michael Le Surtel, avec comme expert Daniel Cherki. Donc vous pouvez déjà noter dans vos agendas le 17 juin. Vous aurez la pause pour vous déplacer cet été, aller enfin en vacances. Et le troisième, c'est prévu au mois de septembre, donc j'ai oublié le jeudi fin septembre. On vous communiquera la date. Ça sera sur les traumatismes de la voie biliaire principale. Ça sera par l'équipe de Toulouse. Et on aura comme expert Denis Castin. Que du beau monde dans les 2 prochains grands rounds.